Maintenant que cette ouverture et cette introduction, plutôt ces introductions et ces ouvertures au colloque des 60 ans sont faites, eh bien, je vais prier les intervenants de la première table ronde, dont le thème est celui que vous voyez, dont vous voyez qu'il s'affiche sur l'écran, les géosciences prédictives vers de nouveaux services à partir de données du sous-sol, donc de venir sur scène et de prendre place. Et cette table ronde, cette première table ronde sera animée par Benoît Tonson, qui nous fait l'amitié d'animer, de modérer cette table ronde. Et Benoît Tonson représente ici le média qui s'appelle The Conversation, avec lequel le BRGM est partenaire, et il s'occupe notamment de la rubrique Sciences et Technologies. Donc Benoît, je vous laisse maintenant la parole pour cette première table ronde. Merci beaucoup. Donc bienvenue à toutes et à tous pour cette première table ronde intitulée « Les géosciences prédictives vers de nouveaux services à partir des données du sous-sol ». Donc je suis Benoît Tonson, journaliste scientifique pour The Conversation, et j'aurai le plaisir d'animer ce débat. Alors nous avons aujourd'hui un plateau très riche, représentant tous les acteurs du sous-sol, qu'ils soient académiques, industriels ou représentants gouvernementaux. Je vais maintenant vous les présenter. Donc, par ordre alphabétique, nous avons John Luden, qui est professeur en gouvernance environnementale à l'université Heriot-Watt d'Édimbourg. Il a aussi été ex-directeur du British Geological Survey et également ancien directeur adjoint du CNRS pour les sciences de la Terre. Donc, bonjour. Nous avons Dominique Janaudet, le directeur recherche et développement, exploration et production chez Total. Bienvenue. Frédéric Plat, directeur recherche et développement à l'ANDRA. Martin Piersman, gestionnaire de programmes liés au sous-sol au ministère de l'Intérieur des Pays-Bas. Alors, juste une petite précision, donc Martin parlera en anglais et sera traduit. Nous avons également le plaisir de recevoir Bernard Tardieu, coprésident de la commission énergie à l'Académie des technologies, également président d'honneur de l'entreprise Coin et Bélier Tractbel. Et enfin, François Robida, directeur du programme Données, Services et Infrastructures numériques au BRGM. Bienvenue à tous. Alors simplement quelques mots pour définir notre problématique, puis je laisserai la parole aux gens qui sont vraiment intéressants, à savoir nos spécialistes. Alors les géosciences prédictives, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association des géosciences et des sciences du numérique dans le but de prédire le comportement du sous-sol. Le boom technologique auquel nous assistons depuis quelques dizaines d'années permet d'augmenter notre capacité de calcul et donc de modélisation. Des algorithmes de plus en plus sophistiqués et gourmands en puissance de calcul peuvent maintenant être utilisés. Dominique Janaudet pourra, par exemple, nous parler des techniques de numérisation en 3D du sous-sol développées par Total. Prédire, c'est aussi gérer les risques, que ce soit dans le domaine du génie civil, que connaît bien Bernard Tardieu, ou à beaucoup plus long terme pour le stockage des déchets nucléaires, comme nous l'expliquera Frédéric Plat. Comprendre, modéliser, prédire, cela permet également aux décideurs politiques de choisir. Doit-on construire un métro ici, pomper cette nappe d'eau, ou au contraire laisser le sous-sol tranquille ? Pour ces choix, les politiques peuvent s'appuyer sur les experts des agences nationales ou des centres de recherche. On pourra faire un large tour d'horizon en France et à l'étranger, avec François Robida du BRGM, John Luden, qui travaille en Grande-Bretagne, et Martin Piersman aux Pays-Bas. Enfin, quand on parle de décisions politiques majeures à venir, le sujet du changement climatique vient en tête. Quel rôle peut jouer le sous-sol dans la transition énergétique ? John Luden pourra nous en parler. Finalement, qui dit outils numériques dit données. Quel type de données pouvons-nous utiliser ? Sont-ce toujours les mêmes qu'avant le numérique ? Est-ce simplement la manière de les traiter qui évolue ? Ou pouvons-nous acquérir de nouvelles données ? Ces dernières doivent-elles être partagées ou rester privées ? Ce sont toutes ces thématiques que nous pourrons aborder pendant notre discussion, qui sera conclue par Bernard Cabaret, notre grand témoin de cette table ronde, qui a été un président du BRGM entre 1997 et 2003. Alors pour démarrer cette table ronde, j'aimerais passer la parole à François Robida en vous demandant pourquoi cette thématique des géosciences prédictives intéresse le BRGM et plus généralement les acteurs académiques et industriels du domaine.
Merci Benoît, bon après-midi à tous. Je pense que ça a été rappelé par à la fois Elisabeth Vergès et Michel Rousseau. BRGM, en tant que service géologique national, a une mission dans son ADN autour des données du sous-sol. Depuis sa création, dans son décret, il a effectivement pour mission de collecter des données, de les mettre en forme, de les restituer, et effectivement, ça a été rappelé aussi aujourd'hui de façon totalement gratuite, ce qui était déjà le cas depuis quelques années, mais qui a été maintenant affiché de façon très claire. Si on remonte un peu, et c'est aujourd'hui l'occasion de faire ça un peu dans le passé, dans les années 60, effectivement, on commençait à être constitué les premières bases de données, mais la préoccupation de prédictivité et d'avoir des outils, de développer des outils et des méthodes de traitement était déjà là. Je rappellerai que c'est au BRGM qu'est née, d'une certaine façon, la discipline de la géostatistique par Georges Matron, qui ensuite est parti à l'école des mines, continuer ses recherches et diffuser, mais ça a été initié au BRGM. Et donc, très rapidement, à partir de l'accumulation de données, de savoir, en particulier dans le domaine minier, comment faire de la prédictivité minière et développer des méthodes. L'aspect diffusion a été fortement marqué depuis longtemps, avec, pour ceux qui se souviennent, 3615 BRGM, qui était un moyen d'accéder à des données du BRGM sur Minitel, puis, mais en tout bien, tout honneur, en 98, l'ouverture du site Infoterre, qui ouvrait déjà de façon avec une interactivité complète, enfin qui donnait l'accès aux données de la BSS, la Banque du Sous-Sol. Aujourd'hui, c'est 800 000 forages sur le territoire, et aux données de la carte géologique, et aux données d'autres bases de données dans le domaine des risques, dans le domaine de l'eau, géophysique, etc. Il y a eu un virage important, je pense, dans le début des années 2000, sous la présidence de M. Cabaret et avec l'impulsion d'Yves Caristan, avec un projet qui s'est appelé Terre virtuelle. La volonté d'essayer d'identifier, enfin c'était déjà la reconnaissance que le numérique était un des piliers forts si l'on voulait pouvoir exploiter et valoriser les données du sous-sol. Et de ce projet Terre virtuelle sont nées un certain nombre de lignes de force qu'on voit encore aujourd'hui autour de la gestion des données, de l'interopérabilité, qui est devenu un mot banal aujourd'hui, mais qui a commencé à être prononcé difficilement parfois à cette époque-là, et de la volonté donc de dire que la géologie et les données du sous-sol n'étaient pas simplement faites par les géologues pour les géologues, mais devaient pouvoir être utilisées par d'autres pour des usages et des applications assez variées. Et ça supposait de l'interopérabilité, de la capacité à travailler ensemble. On a donc beaucoup travaillé sur ça, sur la standardisation pour pouvoir faire ce dialogue, l'ouverture de systèmes distribués qu'on a développés notamment avec nos collègues britanniques, où on pilote toujours un portail qui s'appelle One Geology, qui regroupe 120 pays pour diffuser des données de cartes géologiques. Ça, c'est grâce à ces avancées techniques et aux partenariats forts qu'on a toujours avec le BGS qu'on arrive à animer ça au niveau mondial. Donc une architecture de diffusion beaucoup portée par ce qu'on appelle les web services. Aujourd'hui, 100 fois par seconde, 24 heures sur 24, 365 jours par an, 100 fois par seconde. Donc il y a une demande à nos serveurs pour fournir une information cartographique. Donc ça donne un peu la dimension de cet accès aux données qui est largement au-delà de ce qui était la consultation traditionnelle en bibliothèque ou dans nos centres d'accès, qui existent toujours. Aujourd'hui, et ça a été cité aussi, l'open data, l'open science, donc la question non seulement d'ouvrir les données, mais d'ouvrir les outils pour produire de la recherche, d'être capable de faire de la reproductibilité sur la recherche, sont des enjeux majeurs. Ça suppose d'aller encore plus loin sur la capacité de description sémantique de nos concepts, être bien sûr que ce qu'on appelle par un mot est compris par celui avec lequel on dialogue. Voilà. Au-delà de tout ça, aujourd'hui, quelles données? Il y a une multiplication des données qui proviennent non seulement des acteurs du BRGM, mais des acteurs du monde académique, des acteurs industriels et du citoyen sur un certain nombre de sujets. Donc il faut être capable de faire le pont entre tous ces domaines, enfin tous ces types d'acteurs qui produisent des données avec des capteurs de nature très différente, donc des précisions très différentes. Et on met tout ça dans des plateformes. C'est un terme
assez courant dans le domaine du numérique, mais qui doit prendre tout son sens aussi dans nos domaines. Alors, est-ce que les plateformes, elles réuniront les industriels, les académiques à disposition de tous? Est-ce que ce sera des plateformes par filière? On ne sait pas trop encore, et c'est une des questions qu'on se pose et pour lesquelles on attend aussi des éléments du plateau qui est là, je pense. Pour pouvoir exploiter tout ça, aujourd'hui, on a à notre disposition tout un tas d'outils d'intelligence artificielle, de big data qu'il faut pouvoir exploiter pour produire toujours et encore de la prédictivité, enfin, pour faire de la prédictivité, ce qu'on faisait depuis, comme M. Jourdain, sans le savoir, depuis pas mal d'années, mais aujourd'hui, et je pense que ça va être abordé par certains intervenants, le terme de jumeau numérique, comment est-ce qu'on va arriver à reproduire le fonctionnement d'équipements et mixé, couplé avec le sous-sol. Voilà, tout un tas de sujets qui nous interpellent en tant que BRGM pour savoir comment on doit se positionner en tant que service géologique national dans le futur, sur quelles données, avec quels partenaires, pour produire quel type de service. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant passer la parole à Bernard Tardieu, qui a une grande expérience, vous avez une grande expérience dans le domaine industriel du génie civil. Pour vous, depuis quand le sujet des géosciences prédictives intéresse l'industrie? Et finalement, comment est-on passé de cette expertise académique à une application plus industrielle? Bon, d'abord, merci au BRGM de m'avoir invité, c'est très gentil. La tradition de recherche en France, elle est ancienne. Vous connaissez tous le nom de CACO, le nom de Cohen. La différence, c'est que Cohen a exporté, ce qui n'était pas beaucoup moins le cas de CACO. Mais pendant un certain temps, enfin, ce que j'ai découvert quand j'étais jeune ingénieur, c'est que en France, on n'était pas très bon en mécanique des sols, et encore du temps de Serponçon, Cohen a fait venir 3 experts américains. Quant à la mécanique des roches, elle a vraiment démarré avec l'accident de Malpasset. Et dans les 2 cas, on se rend compte que c'était la compréhension de l'eau dans la structure, qui n'était pas une pratique très forte en France, de comprendre que l'eau n'est pas une force externe, mais une variable d'état. Et ça, le ministère de la Recherche, ou chargé de la recherche, ils ont changé, a bien compris ça parce que dès la fin des années 80, c'était en 89, il y a eu une série de programmes de recherche. Il y a eu un Gréco, géomatériaux, il y a eu un projet, il y a eu un Corgec dont j'étais vice-président, etc. Il y a eu des sauts technologiques, c'est-à-dire que le ministère de la Recherche a vraiment mis des bottes et mis les mains dans la terre pour aller assez loin, pour développer des savoir-faire dans les universités, dans les écoles, et les interconnexions étaient très fortes. Alors, vous allez me dire, ça donnait quoi? Alors, évidemment, c'est toujours sévère comme question. Il se trouve que, en pratique, l'effet de tous ces gens formés par la recherche, c'est qu'après ils étaient embauchés, après ils allaient dans les entreprises, dans les bureaux d'études ou chez les grands maîtres d'ouvrage, et ils arrivaient avec leur bagage, avec cette science qui était avec eux. Et ça a vraiment énervé un peu l'ensemble de la démarche et des maîtres d'œuvre pendant longtemps. Au niveau international, on s'est fait entendre dans ces domaines-là, mais le niveau n'a pas vraiment monté depuis 20 ou 30 ans, parce que les grands centres de recherche internationaux, qui étaient plutôt aux États-Unis ou en Europe, avaient moins de grains à moudre dans le domaine des grands barrages et même des souterrains. Mais pourtant, ce qui a été fait est acquis. Donc, moi, je suis très, très reconnaissant au ministère chargé de la Recherche d'avoir autant aidé notre métier pendant plus de 20 ans. Ça a continué. Alors, CIGEO, je crois qu'il y avait pas mal de choses qui étaient payées par l'ANDRA, mais CIGEO était directement un héritier des Corgec, des Project et du Gréco. Je crois que vous aviez quelques exemples de jumeaux numériques, notamment. Non, alors là, je voulais revenir parce que mon voisin a parlé de jumeaux numériques. C'est un sujet qui me tient à cœur. Déjà en 1997, on avait écrit avec Odile Ozanam, excellente collaboratrice, qui est à l'ANDRA maintenant, un petit livre sur ce sujet. Pourquoi est-ce que le jumeau numérique a un sens particulier dans nos domaines? Simplement parce que dans les grands ouvrages de génie civil ou en ouvrage souterrain, on ne connaît pas les lois rhéologiques, on ne connaît pas les paramètres, on sait simplement que ce sont des comportements complexes. Et donc, si on considère qu'on fait un calcul et qu'ensuite on fait le barrage ou on fait le souterrain, etc., en fait, on ne fait que reproduire des données qu'on a trouvées dans la littérature sans rien apprendre.
L'usage du jumeau numérique, c'est qu'on se dit, je vais faire un modèle, à l'époque, puisque c'était en 97, il n'avait pas tout ce qu'on aurait pu faire maintenant, mais on représente un modèle et on va représenter numériquement la construction, soit par couche pour un barrage, soit pour un tunnel en le creusant, etc. On va mettre la mise en eau, la mise en charge, la consolidation, le fluage, les différents séismes, et à chaque fois, on va comparer ça avec les mesures, puisque le jumeau numérique n'apporte vraiment quelque chose parce qu'il est associé avec des mesures de grande qualité. Il n'y a de vrais progrès que dans la mesure en physique, tout le monde le sait. Et donc, on va faire ces mesures, on va choisir les endroits, on va mesurer les déplacements, les pressions interstitielles en statique ou en dynamique, et ensuite on va suivre. Mais il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas de prendre un modèle simpliste et de changer les paramètres à chaque étape, parce que ça n'a aucun intérêt. On n'apprend rien, on apprend juste que ce n'est pas élastique, ce qui est assez facile. Et donc, il faut vraiment arriver à se dire, je fais un modèle dans lequel la loi rhéologique est telle qu'elle va suivre des phénomènes non affines, statiques et dynamiques, et une fois que j'aurai caractérisé ce modèle, j'aurai un vrai jumeau numérique qui permettra de suivre et d'améliorer mes prédictions au cours de la vie de l'ouvrage. Alors, ça va, je peux donner 2 exemples? Allez-y, je vous en prie. Non, parce que je ne veux pas être trop long. Le premier, c'est le barrage d'El-Infernillo au Mexique. Il a été construit entre 60 et 63, ce qui a été rapide pour un barrage de 150 mètres de hauteur, mis en eau à partir de 64, subi un premier séisme en 79, puis un autre, une série d'autres, dont un gros en 85. Et au Mexique, beaucoup de mesures avaient été faites. Et donc, ça a permis de... Elles ont été suivies, y compris pendant les séismes en dynamique. Le jumeau numérique représente la construction du barrage, la consolidation dans le noyau, la mise en eau du barrage, le premier séisme, et à chaque fois on mesure. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin de la construction du barrage, bien sûr on est arrivé en haut, mais donc le tassement il se mesure à cœur, on a eu 1 mètre de tassement. Ensuite, on regarde le premier séisme, on a eu 20 cm plus 4 cm décalés. Et de proche en proche, on cerne le modèle, toujours le même, avec écrouissage, couplé, avec la présence de l'eau comme variable d'état. Et à la fin, on se dit, ben, peut-être que sur cette base-là, je peux prévoir ce que sera l'effet du séisme de référence majeur sur ce barrage, que j'ai vraiment compris à peu près comment il fonctionne. On n'a pas de preuve, hein, parce que le séisme de référence, on ne l'a pas subi, bien entendu. Bien entendu. Non, on ne sait jamais. Le deuxième, c'était une mine de cuivre à El Teniente, au Chili. C'est une mine de cuivre qui s'étale sur 1000 mètres de profondeur. Et donc, il y a toute une série. Donc, vous êtes dans la zone de subduction, bien entendu. Enfin, je dis ça à des géologues. Bon, ouais. Et il y a des niveaux de foudroyage, des niveaux de production, des niveaux de ventilation, des niveaux de transport. Et donc, à force de faire des abattages, on a des zones où on a des zones remplies de matériaux foisonnés. Et donc, forcément, les contraintes sont tournées tout autour. Les cisaillements augmentent autour. Comme on est déjà à la limite, par définition, dans une zone de subduction, on fait des rock bursts et on fait sauter, on fait tomber les galeries de transport et donc on met en jeu les gens. Donc on représente, alors là on n'avait pas les moyens qu'on a maintenant dont j'aurais rêvé à l'époque, donc on ne représente que ces galeries de transport et on fait marcher des trains d'ondes et on regarde quels sont les résultats, à la fois sur les ancrages au toit, sur les chutes de toit, mais aussi sur les montées du sol. Parce que, comme on roule, en général, le sol, on ne le mesure pas, mais là, on a exigé qu'on le mesure. Et on est arrivé à mieux comprendre l'effet des rock bursts et comment on pouvait changer les ancrages, améliorer les ancrages, mais des ancrages aussi au front et au sol, pour faire une prédiction meilleure pour le futur. Donc, toute l'idée du jumeau numérique, c'est d'apprendre continuellement pour faire une prédiction qui se tienne. Merci beaucoup. Alors on va maintenant passer à une toute autre échelle avec Frédéric Plat de l'Andra, puisque là on était sur des ouvrages de génie civil, donc sur des modélisations à court terme entre guillemets, puisque vous à l'Andra vous travaillez sur des modélisations à très long terme. Vous essayez de prévoir les évolutions du sous-sol sur 1 million d'années.
Alors une question relativement simple, c'est pour comment travaillez-vous et comment gérer les risques sur des échelles de temps si longs? Bien, merci. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous, et aussi bonjour chers collègues. Moi aussi, je suis de formation donc géosciences, donc on est ici donc entre nous. Alors effectivement, la question elle nous est souvent posée, mais comment vous faites? Parce qu'effectivement, le projet CIGEO, c'est le centre industriel de stockage des déchets radioactifs les plus dangereux. Donc on parle ici des déchets de haute activité. Alors pour les connaisseurs, on est à quelques milliards de becquerels par gramme ou plus. Et puis des déchets de moyenne activité mais à vie longue. Et on est ici sur des radionuclides dont les périodes peuvent aller bien au-delà du million d'années. L'iode 129 ou le chlore 36, on commence à être à 15-20 millions donc, de périodes. Donc l'objectif, avec ces déchets radioactifs qui sont donc présents sur le territoire français, c'est bien évidemment de protéger l'homme donc et l'environnement. Et la solution de référence qui a été donc choisie, c'est celle du stockage géologique. Donc l'objectif, c'est d'éloigner ces déchets les plus dangereux de la surface, de la biosphère, et de les éloigner le plus longtemps possible, tant que leur radioactivité est suffisamment donc décrue. Alors bien évidemment, compte tenu de l'activité et des périodes, on est ici sur une échelle de temps du million d'années. Alors c'est beaucoup pour un humain, c'est très peu pour un géologue, mais c'est quand même une échelle de temps donc absolument donc considérable. Et dans ce cadre-là, la géologie est le pilier donc de la sûreté. Et je ferai une courte digression pour dire que ce concept-là, il a été pensé au départ par des géologues, et par un grand géologue qui s'appelait Jean Gogel, dans les début des années 80. C'est des géologues qui ont pensé ce concept-là parce qu'ils ont en eux, effectivement, la logique du temps. Et le temps est extrêmement donc important en géologie. J'ai presque envie de dire que c'est presque la science donc du temps. Et c'est donc des géologues qui ont pensé ce concept de stockage géologique. Alors juste, peut-être un mot de contexte avant de rentrer sur comment on fait, en tout cas en 5 minutes. D'abord, l'objet qui nous concerne, c'est un objet qui est situé donc dans l'est du bassin parisien, donc une zone relativement donc connue de tout le monde, mais relativement donc simple. On est ici à 500 mètres de profondeur, au toit donc du Jurassique, et puis la couche qui nous intéresse, c'est celle du calovo-oxfordien, qui est une couche argileuse à 500 mètres de profondeur. Donc là aussi, pour les géologues, le calovo-oxfordien n'existe pas. C'est une invention Andra. On connaît l'oxfordien, on connaît le calovien, mais on ne connaît pas le calovo-oxfordien. L'Andra a inventé le calovo-oxfordien. Donc l'objet qui nous concerne, c'est un tout petit objet. C'est ce que vous voyez donc en rouge. C'est 35 km² à 500 mètres de profondeur. Oui, si vous pouviez mettre là. Voilà. Non, celle avant. Voilà, donc l'objet qui nous concerne, sur lequel on doit se projeter sur le million d'années, c'est un petit timbre-poste, c'est ce qui est en rouge, d'environ 35 km². C'est un bloc qui fait 35 km², avec un stockage qui serait situé donc, à 500 mètres donc, de profondeur. Et puis, là aussi, historiquement, vous avez donc en bleu la zone d'un peu plus large qui fait 230 km², sur lequel on a établi la faisabilité donc, du stockage. Donc ce choix, il vient d'un long processus, à la fois scientifique et politique, auquel le BRGM a largement donc, contribué lorsqu'il a fallu sélectionner donc, différents donc, sites, et puis trouver des candidats qui acceptaient d'avoir d'abord un laboratoire, puis donc un stockage. Alors, ce que nous devons donc faire, c'est de s'intéresser à un objet qui est multi. Si vous pouviez passer à l'autre slide. On doit gérer d'abord un objet qui est multicomposant. On a des colis de déchets jusqu'au milieu géologique, lui-même donc multicouche. On doit gérer du multimatériau. On a des géomatériaux, la roche, mais on a aussi des matériaux donc ouvragés, du verre, du béton, de l'acier. On doit gérer de la multi-échelle spatiale. On a des objets qui vont centimétriques, et puis si on va jusqu'au milieu géologique, on peut aller à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines donc, de kilomètres. Et on a aussi à gérer donc, une multiphysique, puisque un tel stockage donc, va mettre en jeu, donc, à la fois dans le stockage et dans le milieu géologique, de la thermique, de l'hydraulique, de la mécanique, de la géochimie, et puis in fine, bien évidemment, ce qui nous intéresse, qui est du transfert de radionuclides. Et enfin, une multi-échelle de temps. On parle du million d'années qui est la préfermeture, mais on a aussi à gérer la phase d'exploitation qui dure une centaine d'années. Alors tout ça, effectivement, ça nécessite, et c'est un exercice que nous pratiquons depuis 20 ans, un grand besoin d'intégration. Donc un fonctionnement qui n'est pas un fonctionnement en silo, mais qui est vraiment un fonctionnement dans lequel l'ensemble de ces multis donc, vont devoir donc, converger, et converger avec un certain nombre d'outils.
Alors c'est d'abord une intégration donc multidisciplinaire. On ne voit pas la géologie tout seul, on ne peut pas voir la géomécanique sans voir de la géochimie sans voir de l'hydrogéologie sans voir donc de la géomécanique, et donc ça nécessite effectivement non seulement un grand travail de caractérisation sur chacun de ces disciplines, mais une capacité à faire converger l'ensemble donc de ces disciplines de manière à ce que le géomécanicien il parle au géochimiste, que le géochimiste parle à l'hydrogéologue, de manière à avoir une vision très intégrée de cet objet donc géologique. Et puis complexité donc supplémentaire, on y rajoute bien évidemment un stockage géologique qui va rajouter un certain nombre donc de contraintes donc ou de sollicitations. Et enfin donc la vie s'arrête pas uniquement donc à la Terre, on doit aussi regarder ce qui se passe en subsurface donc et en surface. Donc on doit aussi intégrer un certain nombre donc de disciplines comme les changements climatiques, les évolutions donc géodynamiques internes donc et externes. Et donc, une grande leçon de ces au moins 20 ans déjà de développement du projet donc CIGEO, c'est la nécessité vraiment de faire parler ensemble toutes les disciplines pour pouvoir bâtir un objet qui a une cohérence donc globale, multi-échelle, multi-physique et multi donc matériaux. C'est aussi donc une intégration donc multi-échelle donc spatiale. On a un gros objet, mais en fait, comprendre ce gros objet, ça nécessite d'intégrer vraiment des échelles, là aussi, extrêmement donc différentes. Donc c'est un effort de caractérisation, un effort de cohérence, et un effort d'upscaling ou de downscaling permanent qui permet de passer depuis des échelles extrêmement petites de compréhension donc des processus fondamentaux à travers, par exemple, de la dynamique moléculaire, jusqu'à, bien évidemment, des échelles de plusieurs centaines de kilomètres carrés, qui est donc l'échelle à laquelle donc se passent les grands processus donc géologiques, géodynamiques. Et donc c'est là aussi la nécessité donc d'assurer cette intégration donc multi-échelle. Et vous voyez que le stockage géologique, lui, il se situe dans cette échelle de l'ordre métrique à plusieurs dizaines donc de kilomètres. Et c'est donc la manière avec laquelle donc on remet donc en perspective l'ensemble donc des processus et qu'on est capable sur le fond donc de pouvoir donner donc une échelle de temps, une échelle donc d'espace cohérente sur les processus qui vont donc se dérouler. Dernier point, la caractérisation donc c'est une chose, mais on a besoin d'outils donc d'intégration. Alors j'ai parlé des outils, alors je vais en citer deux, ils ne sont pas uniques. On a déjà donc parlé, bien évidemment, tous les outils de gestion des données, d'acquisition des connaissances donc sont extrêmement importants, mais on a deux outils donc fondamentaux pour assurer donc ceci. D'abord la modélisation géologique et les géomodeleurs qui vont agréger la connaissance donc multiple. Ici, on a juste une représentation géométrique, mais en réalité, les géomodeleurs peuvent aujourd'hui aller jusqu'à donc un habillage en propriétés donc physico-chimiques du milieu donc géologique aux différentes échelles qui sont pertinentes donc pour le problème. Et puis d'un autre côté, donc on a tout ce qui se fait donc en termes de BIM et de développement donc de maquettes donc numériques. Alors c'est assez commun donc dans l'industrie aérospatiale, c'est plus nouveau dans l'industrie nucléaire et en particulier dans le stockage donc géologique. Et c'est la convergence à la fois de cette modélisation géologique, de cette maquette donc numérique qu'aujourd'hui donc nous mettons donc en jeu à travers effectivement les jumeaux numériques. Donc dans un jumeau numérique, on ne va pas aller chercher l'ensemble des informations qui sont ici d'une maquette donc numérique, et elle va porter en elle une information très très riche. Donc on va dégrader donc l'information, et puis ce jumeau numérique, on le passe à la moulinette d'outils de simulation numérique haute performance. On l'a dit, les progrès de la simulation numérique et quelques grands organismes en France et en particulier l'INRIA donc portent donc ceci, permettent aujourd'hui de pouvoir mener des simulations numériques multi-échelles de temps, multi-composants, avec des niveaux donc de précision et de représentation tout à fait remarquables. Alors, j'en terminerai sur est-ce que finalement, au fond de la sûreté du stockage sur la simulation numérique, donc je vais un peu prendre le contre-pied de mon dernier donc slide. En fait, non. Je crois qu'il faut rester extrêmement donc prudent. Des incertitudes, il y en aura toujours. La vie est pleine d'incertitudes, la science est pleine d'incertitudes. Et donc, bien évidemment, nous ne fondons pas la sûreté du stockage sur la simulation numérique. La simulation numérique est un outil extrêmement puissant. C'est un outil puissant pour agréger donc la connaissance, mais il faut rester donc extrêmement modeste. Et c'est là peut-être que la vision du géologue, la vision du spécialiste des géosciences est importante pour garder les pieds donc sur Terre, surtout si on se propulse sur une échelle de temps donc d'1 million d'années. Et je vais prendre donc un seul donc exemple
qui est la démarche donc française, qui est plutôt une démarche déterministe, qui nous oppose vraiment tout à fait à ce que peuvent faire certains de nos collègues à l'étranger, en particulier des collègues donc anglo-saxons. Le bassin parisien est connu pour être une zone entre guillemets donc asismique. Maintenant, sur 1 million d'années, qui peut prétendre qu'il n'y aura pas occurrence d'un séisme? Donc on a plutôt tendance, donc, nous, à dire que tout événement, même peu probable, est quand même considéré comme certain, et donc on le prend en compte dans nos scénarios donc, de sûreté. On ne peut pas rejeter un événement, fût-il donc très peu probable. Donc même si la simulation numérique est un outil extrêmement donc, puissant, nous agrégeons aussi des connaissances purement qualitatives avec le bon sens, en particulier le bon sens donc, des géosciences, qui permet bien évidemment de pouvoir donc, identifier des incertitudes, des événements que la simulation numérique ne va pas forcément prédire, mais peut-être simplement donc, en tout cas donc donner donc les conséquences. Et c'est sur cette combinatoire entre de la connaissance qualitative, de la connaissance numérique et finalement une approche de bon sens sur les incertitudes et le fait de considérer que tout événement, même peu probable, peut être considéré comme certain, que l'on peut se projeter sur une échelle de temps du million d'années, et ceci donc grâce en particulier donc aux progrès qui ont été faits à la fois donc dans tous les outils donc des géosciences et puis dans des outils numériques aujourd'hui qui s'appellent donc le BIM et enfin les outils de la simulation numérique. Merci. Merci beaucoup. On va rester sur la modélisation du sous-sol, mais pour d'autres objectifs avec Dominique Janaudet. Donc, à Total, dans votre service de recherche et développement, vous essayez de modéliser les sous-sols en 3D. L'inconvénient de ces démarches, c'est que ça nécessite des algorithmes qui sont très gourmands en puissance de calcul. Comment avez-vous pu gérer ce problème à Total ? Alors, je vais peut-être revenir un peu au rôle des géosciences dans l'industrie pétrolière, parce que elles sont finalement à l'origine et au début de tout notre business. Au départ, les prospecteurs, comme le colonel Drake, cherchaient les indices de pétrole en surface. Mais lorsqu'on s'est rendu compte que le pétrole, sa genèse, son piégeage étaient liés à des phénomènes géologiques, les géologues sont rentrés dans le jeu et ils ne l'ont plus quitté depuis. Ils y sont toujours et ils cherchent à progresser parce que finalement, on n'arrive jamais à être totalement prédictif comme on le souhaiterait. L'industrie fait encore beaucoup de puits secs. On dirait que ça fait partie du jeu, quelque part, et que tout est autour de l'évaluation des enjeux, des risques et des coûts qui y sont associés. Mais la démarche, elle reste toujours un peu la même. C'est comprendre des phénomènes géologiques, par exemple par l'observation du terrain. Vous avez un très beau récif à la Fleurement, sur la première image de ma slide, et puis ensuite essayer de retrouver ces éléments-là dans le sous-sol, parce qu'un récif, ça peut être un très beau réservoir pour piéger du pétrole ou du gaz. On a trouvé une méthode extrêmement puissante pour essayer de comprendre l'architecture du sous-sol, c'est la sismique réflexion. Donc ça a démarré il y a déjà pas mal d'années. Au départ, c'était assez frustre, les images n'étaient pas forcément très interprétables. On cherchait des bosses, ces formes anticlinales, qui peuvent révéler un piégeage de pétrole. Et puis, on s'est mis à acquérir de plus en plus de données par la sismique réflexion. Et on s'est mis à les traiter de façon de plus en plus sophistiquée, parce que là où le terrain est à peu près plat, comme dans le bassin parisien, on arrive assez facilement à avoir des images. Par contre, là où vous avez des dômes de sel, un sous-sol un peu complexe, ou des zones de chevauchement, là, ça devient extrêmement difficile. Donc, l'industrie n'a fait qu'acquérir de plus en plus de données, notamment par la sismique réflexion, et à les traiter de façon de plus en plus approfondie. Alors, on connaissait un certain nombre d'algorithmes de migration en profondeur, pour ceux qui connaissent ce sujet. On avait quand même pas mal de mal à les mettre en œuvre, parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul qui permettait de le faire. Dès les années 80, il y a de grands scientifiques, comme le professeur Berkhout aux Pays-Bas, qui ont développé la théorie de la migration en profondeur. Mais on avait vraiment besoin d'une puissance de calcul pour ça. En même temps, on s'est mis à acquérir de grandes quantités de données sismiques en 3D. On a rapidement rempli tous les disques durs existants et on a rapidement utilisé toute la capacité informatique existante. Donc,
on n'a pas cessé de progresser. Et nous, Total, on n'a pas cessé de mettre en place des moyens de plus en plus puissants pour traiter ces données sismiques. Dernièrement, on a inauguré à Pau un grand calculateur qui s'appelle Pangea 3 et qui nous donne une capacité de traitement de plus de 30 pétaflops. Alors bon, 10 puissance 15, ça peut peut-être être un peu théorique. C'est la puissance de calcul de 170 000 ordinateurs personnels. Donc ça représente quand même quelque chose d'assez puissant. Eh bien, on est encore en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il nous faudra dans le futur pour traiter au mieux nos données sismiques, parce qu'on continue à acquérir une donnée de plus en plus riche. On ne se contente plus des ondes P, on aimerait bien traiter les ondes S. Maintenant, on fait de la sismique répétitive. Donc tout ça, c'est de plus en plus de données qu'il faut traiter. Alors peut-être qu'on aura un Pangea 4 avec encore une puissance de calcul plus forte, mais peut-être que la prochaine étape, ça sera de traiter dans le cloud toutes ces énormes données, avec des outils qui seront disponibles, qui seront mis à notre disposition par peut-être de grands groupes du numérique. Et puis ces énormes données, il faut les interpréter. Donc vous imaginez un peu le temps qu'il faut à la main. Il n'est pas si loin le temps, quand j'ai commencé ma carrière, enfin c'est un petit moment déjà quand même, où on interprétait de la sismique sur des sections papier. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous qui ont été confrontés à ce genre de sujet l'ont fait. Lorsque vous avez une sismique 3D qui couvre des milliers de kilomètres carrés, interpréter à la main, c'est quand même un peu long. Je ne sais pas combien de décennies il faudrait. Donc on a cherché aussi à avoir des outils d'interprétation qui nous permettent d'aller de plus en plus vite, avec des outils d'interprétation automatique. Et maintenant, on cherche l'étape d'après. L'étape d'après, c'est l'intelligence artificielle. Et chez Total, on a monté un partenariat avec Google pour essayer de mettre en place des systèmes de machine learning qui nous permettront d'accélérer le processus d'interprétation. Peut-être que 90% de l'interprétation d'un bloc sismique 3D, ça se fera avec cet algorithme de machine learning. Mais il faudra toujours un peu d'intelligence naturelle par-dessus l'intelligence artificielle. Parce que quelque part, il y aura toujours des choix à faire en termes d'interprétation de nos données sismiques. Savoir où se situe le toit de tel niveau en profondeur. Savoir où il y aurait éventuellement une évolution de faciès dans un réservoir. Mais on ira de plus en plus vite grâce à l'ensemble de ces outils. Ensuite, une fois qu'on a foré un objet géologique qu'on pense être potentiellement un gisement, lorsqu'on a trouvé, le travail des géosciences ne s'arrête pas là. Parce que quelque part, il y a un sujet d'évaluation de l'objet. Qu'est-ce qui est en place? Quelle quantité de gaz, de pétrole est-ce qu'on a dans la structure? Où faut-il implanter d'autres puits pour mieux l'évaluer? Et là, le travail continue, une fois qu'on a évalué le champ, sur comment va-t-il se comporter? Comment le fluide va sortir? À quel niveau de production? Est-ce qu'on attend 20 000 barils de jour, 1000 barils de jour? Comment est-ce que l'eau va monter dans le système? Donc là encore, on attend des géosciences qu'elles soient prédictives. Et là encore, c'est le numérique qui nous aide, puisque notre champ, on va le modéliser avec des éléments finis. On va essayer de modéliser, de simuler les écoulements du fluide à travers le réservoir. Donc ça fait déjà pas mal d'années qu'on utilise des modèles numériques. Je ne les appellerai pas jumeaux parce que quelque part, il y a toujours cette composante d'incertitude qui a été décrite précédemment et qu'on devra prendre en compte. Mais on cherche à modéliser des phénomènes de plus en plus complexes. On cherche, par exemple, à coupler maintenant géomécanique et simulation d'écoulement des fluides. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'alors et qu'on a beaucoup approximé. Donc maintenant, par exemple, en recherche, on travaille sur des simulateurs qui pourraient utiliser les deux mécanismes, les deux composantes. Et là, on serait peut-être beaucoup plus proche de la simulation du comportement réel du sous-sol. Donc là encore, on a besoin de puissance de calcul, parce que le jour où vous couplez géomécanique et déplacement des fluides, vous avez besoin de multiplier votre puissance de calcul par un facteur peut-être 10 ou 20. Et puis, si je veux ouvrir peut-être un peu le débat, Madame Rousseau a parlé du CCS, c'est un sujet auquel on s'intéresse.
Le jour où on injectera du CO2 en subsurface, il faudra aussi qu'on soit capable de modéliser ce qui se passe. D'un point de vue thermodynamique, par exemple, lorsqu'on injecte du CO2 sous forme liquide dans un champ déplété, vous avez quand même un certain nombre de sujets à regarder. Et puis, comment va se comporter le réservoir qui aura produit des hydrocarbures, qui se sera peut-être un peu tassé, lorsque vous allez injecter du CO2 à grand débit? Eh bien ça, c'est un enjeu aussi pour les géosciences. Et là encore, il faudra qu'on soit capable de simuler les phénomènes dans la subsurface. Donc je dirais que les géosciences ont encore un grand avenir dans notre industrie pour répondre aux enjeux actuels de la production des hydrocarbures, du pétrole, du gaz, de mieux comprendre les champs, mais peut-être aussi, dans le cadre d'un sujet CCS, de comprendre comment on arrivera à piéger du CO2. Et là, la composante de temps ne sera pas tout à fait la même, là aussi, puisque le gisement, on le produit pendant 20 ans, 30 ans, et quand on aura injecté du CO2 dans le sous-sol, il faudra être capable de prédire aussi, sur une plus grande longueur de temps, comment l'ensemble sera stable et le CO2 ne remontera pas. Là encore, on a des enjeux. Je pense que les géosciences ont encore un très grand rôle à jouer dans tous ces domaines. Alors maintenant, je vous propose d'ouvrir un petit peu cette table ronde à l'international avec Martin Piersman, qui va nous parler de la façon dont les Pays-Bas gèrent leur sous-sol, qui va également nous parler des jumeaux numériques. Merci beaucoup. First of all, I want to introduce and thank the BRGM with its 60th anniversary on behalf of my Minister of Interior Affairs, Mrs. Ollaghen. So, congratulations. I also think that the Netherlands and France have a lot of connection, especially related to the Napoleon time, because our mining law, our cadastral law, and also our personnel registration was founded by Napoleon in the Netherlands. Even our colors of our flag, the red, white and blue, are similar. Tout d'abord, je souhaite féliciter le BRGM à l'occasion de ses 60 ans et je souhaite vous apporter les félicitations de notre ministre, Madame Ollaghen. Ensuite, je voulais simplement vous dire que les Pays-Bas ont également beaucoup vécu l'influence napoléonienne, puisque notre code minier, notre cadastre et même nos registres d'état civil prennent leur inspiration dans les modèles français imposés par Napoléon. Et pour finir, toujours pour montrer l'amitié entre nos deux pays, vous savez très bien que les couleurs de notre drapeau national sont les mêmes que les vôtres. Okay, now I'll take you to the implementation in the Netherlands, because innovation is nice, it's beautiful, but without implementing the innovation, it's useless. And we took another approach. We mostly implemented INSPIRE, the data and information policy from Europe, from a legislative level, so from policy making and not from the technical domain. And the connection between the policymakers and the data and information from the technical domain is our, say, geopolicy infrastructure, so that you can see our legislation where we did actually by law enforced the use of all the data of the subsurface, of the geological models, of all the data we acquired, but also of the land administration data, of the housing and building data, of the, what we call administrative data, for example, the car registry or the personnel registry. It is not about the subsurface. It's about the integration of the subsurface with the surface information. It's an integrated approach. And this integrated approach brought us to the connection between the policymakers and our technical experts. Très bien. Moi, je voudrais vous amener du côté de l'application, de la mise en œuvre, parce que c'est très très bien d'avoir plein d'idées innovantes, mais quand on ne les met pas en œuvre, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, aux Pays-Bas, nous sommes partis d'un cadre européen dans le cadre du programme INSPIRE, et nous avons essayé de créer une réalité, enfin, nous avons créé un cadre législatif pour amener les politiques à utiliser toutes les données
que ce soit des données de subsurface, mais également des données d'organisation du territoire, des données de construction, d'immatriculation de véhicules, etc., etc. Donc toutes ces données sont intégrées au sein d'une même base de données qui doit être alimentée par toutes les structures politiques, les municipalités, les ministères, etc. aux Pays-Bas, et dont l'usage est par la loi obligatoire dès lors qu'il y a un projet à développer aux Pays-Bas. It's interesting because we changed from the Ministry of Economic Affairs, which was responsible for the mining law and the oil and gas revenues of the state of the Netherlands, which at certain times in the 60s was about 40%, 60% of our annual state budget, to the Ministry of Infrastructure and Waterworks, and now we are on the Ministry of Interior Affairs. And explain you why. Because we are part of the innovation of the policy in the Netherlands. We are part of the e-government and data-driven policy making. We have to do that because the challenges we are facing, and I will take you through that. Alors une évolution qui est assez intéressante à noter, c'est qu'aux Pays-Bas, au tout début, notre agence dépendait du ministère de l'économie et des finances, qui était également en charge du code minier et de toutes les affaires minières. Ensuite, nous sommes passés sous la tutelle du ministère des infrastructures. Mais aujourd'hui, très récemment, nous sommes passés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et ça, c'est une évolution très intéressante parce que cela montre bien que nous sommes intégrés à tous les changements politiques pour passer vers ce qu'on appelle le e-gouvernement. Et ça nous est imposé compte tenu des nombreux défis auxquels nous devrons face dans un très proche avenir. The spatial planning challenges we are facing in the Netherlands for the coming 20 to 40 years, 2030, 2050, are related to the energy transition. We say zero fossil fuels from the 1st of January 2019. Donc, les défis liés à l'aménagement du territoire auxquels nous allons devoir faire face entre maintenant et 2050, puisque l'horizon pour nous, c'est 2050, eh bien, c'est lié au changement climatique et au réchauffement de la planète, puisque nous avons pour objectif d'arriver à zéro carburant fossile entre maintenant et 2050. All our city has to be climate proof, which means heat stress resistance, but also to severe water burden, because we have a lot of changing in our rainfall, and this causes enormous problems with the sewage systems, water problems in the cities. So that's a big investment on the sewage systems, changing all the infrastructure and the spatial planning of the cities, water retention basins, all these kind of aspects. So that's the second challenge. Et donc, il faut évidemment que nous permettions à nos villes de faire face aux défis en les aidant à s'équiper pour résister aux défis de l'avenir, que sont bien sûr les stress hydriques, mais également de plus fortes précipitations, parce que nous aurons les deux, et cela ne sera pas sans conséquence au niveau des réseaux d'égouts. Donc les municipalités vont devoir travailler pour adapter leur réseau d'égouts et vont devoir également construire des bassins de rétention des eaux. We have to maintain a durable economic development. We have 60 million inhabitants and we are very heavily on knowledge and export of products and our transport system. So transport and mobility is very important for the Netherlands. We invest 2 billion a year on our road infrastructure, our airport, main port Rotterdam, main port Schiphol. We are very much depending on export. Et bien entendu, tout ceci en poursuivant le développement économique de notre pays. Vous savez que les Pays-Bas sont un petit pays qui, pour son développement économique, se fonde beaucoup sur l'exportation de produits. Donc toutes les infrastructures que l'on parle de routes, de transport par voie ferroviaire ou de transport par canot et évidemment d'aéroports avec le grand aéroport de Schiphol, tout ceci c'est très important pour nous. And we are one of the most heavily densely populated countries in the world. The third one, 16 million people on a very small piece of land. And 70% of our agriculture products are exported. We are 40% of food production in the world comes from Dutch seeds, which are exported from the Netherlands. We have to change our agriculture. It has to be more circular. We have to stop the mass production of, it has to stop because they cause
peat oxidation, substance of our land, the CO2 retention, which is in the peat oxidation, is a major problem. So the phosphate, nitrate problems they cause. We had a big riot by farmers, but it means they are awakened. They are aware now that we are going to change the agriculture policy to circular agriculture. So that's the last challenge we face. Dernier défi auquel nous devrons faire face, c'est celui du passage vers une agriculture que nous décrivons comme une agriculture circulaire. Les Pays-Bas sont le 3e pays au monde pour ce qui est de la densité de la population. Nous sommes 60 millions d'habitants sur un territoire qui est beaucoup plus petit que celui de la France. Nous exportons 70% de notre production agricole et dans le monde, 40% des productions végétales partent de graines et de semences qui sont produites aux Pays-Bas. Donc nous sommes vraiment très présents au niveau agricole et notre modèle agricole aujourd'hui est un modèle qui acidifie les sols, qui favorise le ruissellement. Donc il va falloir que nous passions à un modèle d'agriculture circulaire avec des exploitations plus petites. Très récemment, les agriculteurs aux Pays-Bas sont descendus dans la rue. Ça veut dire qu'ils se réveillent, qu'ils ont compris que nous étions en train de changer et qu'ils protestent. I show you this picture because I want to take you out of your comfort zone. I want to keep you awake. Look, this is the Netherlands and France. You can see Paris here. And here you see Amsterdam. You see Rotterdam. You see the river Rhine and Delta. You see the river Rhine and the Delta. Yeah? And what you can see, the dark green, this is the Netherlands, which is the delta, and 70% of our country is below sea level. So major sea level change affects us directly. We have to put our finger in the dike. We are depending on the River Rhine and the export systems for economic viability. We are on our road constructions, which we invest 2,000 million annually. We heavily depend on them. We invest 7,000 million euros per year in our water defense systems. We have water adaptation. All this construction work has to do with the subsurface and integrating the subsurface with the surface. It is about geotechnical engineering, geologists, water engineers, dike specialists, geotechnicians, planology guys talk together in an integrated way with the general public to make choices and decisions. Alors, je voulais vous montrer cette photo parce que je voulais vous maintenir en état d'alerte. Vous voyez sur la photo complètement à droite de l'écran la ville de Paris et puis de l'autre côté, vous aviez les villes de Rotterdam, d'Amsterdam, et vous aviez un triangle vert foncé, qui correspond à la zone du delta du Rhin et qui est en fait la zone des polders et qui vous montre la part très importante de terres aux Pays-Bas qui sont situées en dessous du niveau de la mer. Donc évidemment, avec une telle géographie, nous sommes très dépendants des ouvrages qui permettent de contenir les eaux, des barrages, etc. Parce que le jour où on a une augmentation du niveau de la mer, eh bien, on sera tous à essayer de boucher nos barrages pour sauver nos terres. Et tous ces travaux, alors, je vous le disais, nous sommes également très dépendants des infrastructures pour notre développement économique. Nous dépensons beaucoup d'argent pour aménager le Rhin, pour pouvoir acheminer des biens par navigation fluviale ou maritime. Nous dépensons chaque année près de 2 milliards d'euros sur la construction ou le réaménagement de nos routes. 7 milliards d'euros sur tous nos ouvrages le long de nos rivières ou sur nos côtes. Bref, tout ce travail nécessite impérativement que nous puissions travailler de manière intégrée entre les différents experts et que nous ayons une approche intégrée subsurface, surface. Yes, and the big challenge we're facing is we have to take the gas out in the cities. So the gas utilities have to be taken out. Heat water utilities in for geothermal. We have to take our telecommunication networks in from 5G because we need much more measurements. We have to change a lot in the subsurface. So it's very busy in the cities, and spatial planning of the subsurface becomes vital. Making the subsurface transparent, understandable,
and accessible for policymakers, general public, and us, geotechnicians, I think that's the key for the future. Et donc cette intégration passe par la collecte de données auprès des municipalités, mais aussi également des grandes sociétés de distribution d'eau, des réseaux de chaleur. Bien entendu, nous avons aussi tout intérêt à travailler avec les télécoms, les sociétés de télécoms, puisque là on parle de collecte de données, de connexion à des réseaux. Et c'est là que nous pourrons mettre en œuvre ces politiques d'aménagement du territoire qui seront totalement intégrées et transparentes, auxquelles participeront les élus, les décisionnaires politiques, les aménageurs, mais également nous, les techniciens, les géologues. Now I'll show you, Fim, how we do this. Drinking water supply, subterranean transportation, energy transition. The Dutch subsurface is intensively employed. But that same subsurface impacts above-ground activities, like housing development, dike reinforcement, infrastructure provisions. That's why informed policy decisions rely on knowledge of what is below the surface, on bringing together all available measurements and data, and then truly understanding the results. That's where a new Dutch law regulating the registration of subsurface data comes in. A digital twin can help implement this law. A digital twin is a virtual copy of a real-world environment, a visualization built on data from various sources concerning what is both above the ground and below. A common representation shared by inhabitants, policymakers, and experts. Transparent, comprehensible, accessible. Information and knowledge are safely stored, ready to help in making the right choices. A case in point, reinforcement of the Lek dike. The geologic history around the dike is complex. Here, meandering rivers have repeatedly relocated over time. Myriad clay, sand, and gravel deposits have been formed in different locations. The result? A highly diverse subsurface, posing plenty of uncertainties. Old maps, historical information, measurements past and present. All this comes together in the digital twin. And the more information is used, the more accurate the representation. A detailed model of the area both above and below the Earth's surface is constructed to very fine tolerances. The model is used to inform all stakeholders, to encourage co-creation, and to ensure public support. But most of all, to ensure better decisions. Each part of the dike will receive the most appropriate modifications. That means a better overall result and a more efficient use of public funds. I showed you some twin on the regional scale, but we also do that on a local scale in the cities. And that's because our data and information infrastructure, which we made by law, has a 3D model of the whole of the Netherlands, of the upper 500 meters. Here you see one of the largest buildings in Rotterdam, which will be constructed. You can see we combine the geological model at a smaller scale on a street level, on a neighborhood, with even the data on the building level, you will see. We combine it with the utilities, with the metro. So we combine GS data, BIM, and the geological models, the subsurface model, to predict, but also to plan. Virtually, you can make mistakes. In the real world, not. It's very costly. Yeah? So the digital twin, you can do stress tests, and you can learn. Là, la vidéo que je viens de vous montrer vous donnait l'exemple d'une digue construite sur un lac et sur une rivière. Mais ça, on le fait à tous les niveaux aux Pays-Bas. Et chaque municipalité
doit, de par la loi, disposer d'une modélisation 3D de son territoire. C'est absolument obligatoire par la loi et la modélisation doit tenir compte des constructions en surface, des aménagements en surface, des infrastructures, mais ensuite en sous-sol de tout ce qui est les canalisations, les constructions de tunnels, etc., etc. Et tout cela, c'est utilisé ensuite pour pouvoir faire quoi? Bien tout simplement pour pouvoir anticiper, pour pouvoir planifier les choses. Parce que sur un modèle, on peut se permettre de faire des erreurs, on peut tester et faire des erreurs. Par contre, dans la réalité, c'est moins possible. What we see is that innovation and policymaking you don't do alone, you do it together. So these problems we are facing, the challenges we have, we can only do it when we work together from the geological surveys, the geoscientists, with the spatial planners, with the infrastructure people, but also with the policymakers and the general public. It is about participatory decision-making. And one of the things we didn't expect is that one of the mayors of the city, Amsterdam, he told me, you emancipate policymakers and general public by showing it in such a transparent way. So I hope that gives you a thought process. And here you see, we can take them virtually any place. And this is in a tunnel in Amsterdam where the general public was involved. Virtual reality, augmented reality, technology is there to do it. So use it, and I wish you a lot of success and a prosperous next anniversary. Et la grande valeur de cette initiative, c'est que cela permet aux scientifiques, aux experts, aux géologues, aux aménageurs, aux décisionnaires, aux politiques et également au public de travailler ensemble. Et cette initiative permet d'impliquer toutes les parties prenantes. Et moi, je voudrais simplement partager avec vous un commentaire que m'a fait le maire d'Amsterdam un jour, qui me disait en fait, en mettant toutes ces données disponibles de manière totalement transparente, accessible à tous, vous nous libérez un petit peu du diktat des professionnels. C'est-à-dire que maintenant, on peut véritablement avoir un dialogue avec tous les experts sur un pied d'égalité parce qu'on comprend et que les données sont disponibles. Et dernière illustration, simplement pour vous montrer jusqu'où on peut aller pour entamer le dialogue avec les citoyens en leur proposant des casques de réalité virtuelle pour qu'ils puissent visualiser vraiment ce qu'il y a sous leurs pieds. Voilà. Merci beaucoup et merci pour la traduction. Et donc pour conclure ce tour de table, on va passer à un échelon encore plus international, global. Donc John Luden, on va parler avec vous de l'environnement. Quel rôle joue le sous-sol dans la transition énergétique pour vous? Bien, merci et félicitations au BRGM. Bon, de passer à la fin, des fois toutes les choses sont déjà dites, ou des fois on peut laisser un message. Donc, j'ai posé la question à Pierre, qu'est-ce qu'il fallait que je dise? Il m'a dit qu'il faut secouer le cocotier. Et que je vais essayer de faire ça. Bon, moi j'ai travaillé, comme vous avez vu peut-être, dans le domaine académique. J'étais directeur de recherche au CNRS et j'ai dirigé le BGS. Je crois qu'il y a une chose, qu'il y a une méfiance entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Ça existe toujours. Et je crois que de se réunir ces différentes disciplines, c'est fondamental pour la géoscience. Et je crois qu'il y a un genre de malentendu entre le domaine plus environnemental, climatique, et la partie science de la Terre, de la planète. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais que les sciences de la Terre, comme on les a connues, c'est fini. Hein? Je suis convaincu que c'est fini. Je regarde les gens ici, vous êtes en gros... je ne vois pas beaucoup de gens de l'âge millénaire, on dit ça, de Millennial Generation, donc il n'y en a pas beaucoup. Hein? Au BGS, en fait, on a eu la chance de rajeunir la population de scientifiques. Et là, j'avais 200 géologues de cette génération. Et on a posé des questions en faisant
stratégie qu'on vient de refaire. Il y a une nouvelle directrice du BGS, pardon, qui va prendre ça. Et la question et la solution, le number one problème que les gens voulaient résoudre, c'était la décarbonation de la planète. Ça veut dire et en gros, on peut dire que nous, les géologues, surtout nous, la Grande-Bretagne, a créé la révolution industrielle. C'est nous qui avons commencé à mettre le carbone dans le système. C'est aux géologues d'essayer de l'enlever. Et que je crois qu'on a un rôle dans ce domaine de faire ça. Et que, évidemment, pour le faire, ce n'est pas à nous tout seuls. Hein. Il faut partager le travail entre les chercheurs qui font la recherche de pointe qui est nécessaire et jusqu'à l'application de ces problèmes. Et en sciences de la Terre, si on regarde la médecine, et si on regarde la science des médecines, les médecins, ils disent, il y a un problème, cette personne est malade. Et oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une solution pour cette personne malade. Nous, en sciences de la Terre, pas nécessairement les surveys, mais les géosciences en général, ils ont tendance à dire la planète est malade, la planète est malade, la planète est malade, mais ils n'ont pas encore dit ce qu'ils vont faire pour résoudre ce problème de la maladie de la planète. Et c'est évidemment que la maladie, c'est la géologie combinée avec les sciences sociales, avec les sciences d'ingénierie et avec toutes les sciences. Donc, je crois que ça va être très difficile à l'avenir dans un département de sciences de la Terre d'enseigner comme on a enseigné avant. En Angleterre, on voit de plus en plus que c'est un dirty science et on a de plus en plus d'interventions difficiles à gérer. Moi, j'étais la semaine dernière au Scottish Oil Club, il y en avait du mal à parler. C'était évidemment les gens qui ont posé la question, pourquoi vous êtes toujours en train de sucer le pétrole? Pourquoi vous faites ça? Donc, il faut qu'on change notre dialogue, il faut qu'on change le message. On a une possibilité de la faire parce qu'on a une révolution dans la discipline, comme vous venez de voir, avec l'arrivée de la nouvelle technologie, les high sensitivity sensors, la visualisation et la modélisation, le digital twins, des choses comme ça. Donc, on a une possibilité de faire ça. Vous avez vu en Hollande, pour les Pays-Bas, en fait, ils ont assez poussé la modélisation et le concept de digital twin. Ce n'est pas nécessairement la chose qu'il faut faire dans tous les pays. Moi, je dirais, nous, en Angleterre, cette partie sera probablement faite par une partie du gouvernement qui s'appelle la Geospatial Commission, qui aura ce rôle. À mon avis, pour nous, et je dirais que peut-être pour le BRGM, où il y a toujours un R dans le BRGM, il y a la recherche, mais la recherche en amont, en essayant de mettre en place les solutions. Et je vais vous donner 2 ou 3 exemples de ça. Bon, évidemment, il y a la décarbonisation pour les déchets radioactifs, géothermie, carbon capture and storage et tout ça. Mais en me dirigeant vers Total, vous avez tout à fait raison qu'il faut comprendre comment les fluides migrent et tout ça. Il faut pouvoir les modéliser, il faut pouvoir maîtriser tout ça. Mais il n'y a pas en Europe un laboratoire naturel pour le faire. Hein? On n'a pas réussi à mettre en place un laboratoire où on pourrait vraiment commencer à faire ces genres d'études, de comprendre la capture de CO2 et tout ça. Donc, pourquoi pas quelques grands projets en sciences de la Terre qui passent de la recherche très fondamentale à la recherche assez appliquée, même les innovations avec ça. Et je vous donne 3 exemples. Un laboratoire souterrain technologique, un peu comme pour Londres, mais pour autre chose. Moi, j'ai un projet personnel, en fait, mais c'est devenu un projet international de forer dans un champ magmatique en Islande et de vraiment comprendre comment ça marche le magma, pour plusieurs raisons, et que ce sont des projets d'enjeux
de sciences de la Terre qui sont très visibles. Right? Et en revenant vers les données, évidemment, le BRGM et le BGS, dans la discipline données en Europe, en mènent un petit peu la partie recherche. Et j'ai poussé il y a longtemps un projet qui s'appelle EPOS, c'est le European Plate Observing System, c'est un grand projet européen maintenant, et j'ai du mal à vendre ça au survey. Ils ont trouvé ça trop recherche, trop difficile, mais en fait c'est un projet qui est en fait, ça sert à la base de données pour les sciences de la Terre en Europe. Donc, en ce moment, le BGS et le BRGM ont fait ça ensemble, avec l'aide d'autres surveys aussi. On a, et plutôt partie recherche maintenant, et on a, moi, il y a 3 ans maintenant, j'ai commencé à pousser un projet qui s'appelle the Ultimate Earth Project. Et c'est un projet de données, Future Emerging Technologies, un projet sur qu'est-ce qu'on peut modéliser et qu'est-ce qu'on peut mesurer sur la Terre. Okay. Bon, évidemment, il faut le faire. Bon, j'ai eu du mal à vendre ça au niveau européen, mais en parallèle, les climatologues, ils ont mis en place un projet. Et on s'est mis ensemble, les sciences de la Terre et les climatologues se sont mis ensemble pour essayer de pousser un projet qui s'appelle Extreme Earth, qui pour l'instant n'a pas réussi, mais bon, je crois que le concept est très bon. Et que l'idée de l'Extreme Earth, c'est que les climatologues voulaient faire la modélisation quasiment kilométrique du climat et des applications du climat. Et ils ont besoin d'algorithmes très poussés pour ça, évidemment. Et ils nous ont dit, nous, les sismologues, les géologues, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire qui est aussi bon que ça? Bon, évidemment, un petit peu dérogatoire, mais on a dit, bon, on peut faire les choses en sismologie, on peut faire la modélisation de la vibration à 1 Hertz, qui est même aussi poussé que ce qu'ils voulaient faire en climatologie. Donc, l'idée là, c'était de faire un projet où on a high performance computing pour les climatologues, high performance computing pour les sciences de la Terre, et entre ça, on a tout ce qui est edge computing, qui sont les applications de ce qu'on fait avec ces high performance computers. Ça veut dire la modélisation de la végétation, la modélisation du sous-sol, etc., etc. Donc, le message, en gros, c'est que je crois que les sciences de la Terre, comme on les connaît, c'est fini. Et je crois que je me pose la question un petit peu sur est-ce qu'on doit enseigner la pétrologie dans une université. Mais, par contre, Elon Musk va bientôt atterrir quelque chose sur la Lune. On aura toujours besoin de pétrologues pour ça. Donc, il y a cette question d'où est-ce qu'on commence et qu'est-ce qu'on arrête. Moi, je crois qu'il y a un rôle pour les surveys sur la Lune aussi. Hein. Parce que, évidemment, si jamais on habite dans les planètes sur la Lune ou sur Mars, il y aura tout ce qui est geoengineering derrière tout ça. Et c'est un rôle pour nous, et il ne faut pas oublier ça. Mais donc, en gros, où est-ce qu'on va maintenant? Il faut repenser ce qu'on enseigne pour les sciences de la Terre. Il faut vraiment faire que les surveys collaborent comme il faut avec les instituts de recherche et les universitaires. En France, c'est pas mal, je dirais que vous le faites très bien, assez bien. Nous, en Angleterre, c'est de mieux en mieux. Et dans d'autres pays, c'est quasiment pas fait. Hein? Donc, il faut vraiment faire ça. Et il faut qu'on commence à pouvoir parler la même langue que les climatologues, que les environnementalistes, que les gens qui étudient les écosystèmes pour mettre en place un modèle de la Terre qui n'est pas uniquement les enveloppes superficielles de la Terre, mais qui est la Terre et les enveloppes superficielles. Il y a quelques années, je vois il y a quelqu'un dans la salle qui connaît très bien ça, quand le European Research Council s'est mis en place, le groupe Earth System Science n'avait pas de géologue dedans au départ. Et quelqu'un m'a téléphoné, m'a dit, bon, John, il y a un problème. Donc, on a trouvé 3 géologues. Mais à un moment donné, il y avait un concept, l'idée que la Terre, le système Terre, vous n'avez pas besoin de faire de la géologie parce que le système n'est pas assez rapide, etc., etc., etc. Bon, ça a changé, mais voilà, ça c'est mon message. Merci.
Merci beaucoup. Donc, il nous reste une dizaine de minutes avant que Monsieur Cabaret vienne conclure cette première table ronde. On a peut-être le temps de prendre des questions du public, si quelqu'un a une question pour l'un de nos intervenants. Oui, alors voilà, effectivement, si vous avez des questions dans le public, c'est le moment de les poser, à moins que toutes aient été dites de façon tellement fine et précise que les questions et les interrogations soient toutes levées. Ah, Yves Le Bars. Je ne sais pas s'il marche le micro. Oui, il marche. Yves Le Bars, oui. C'est une question à notre ami hollandais. J'ai entendu que depuis le Moyen-Âge, le sol des Pays-Bas avait baissé de 2 mètres. Alors, c'est un spécialiste des systèmes hydrauliques hollandais qui nous disait ça dans une conférence de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles à laquelle j'assistais. Alors, ce n'est pas apparu dans cette présentation où la géologie donne le temps, alors pas si longtemps que ça, un millénaire, mais quand même. Est-ce vrai ? Thank you very much for the question. I did talk about it because I said we had to change our agriculture in circular agriculture. The cause of the subsidence is because 1/3 of the Netherlands is peat. So we have a large peat soil. And due to the farming of cows, dairy farming, the water levels at the peat was always kept low. So the grass could grow, but also the result was oxidization of the peat. So what happens? The water boards, they are from the 12th century, they lowered the water level, the peat oxidizes, you get subsidence, and again and again. So this caused this 2 meter of subsidence, and basically now we have a lot of damage to the infrastructure, cities, and we say you have to stop this. And that's why we want to stop dairy farming, only do for internal production. And we want to change the farmers into energy farmers, solar panels. We have to stop the peat oxidation because it makes our problem worse. Rising sea level and lowering countryside. Merci pour votre question. C'est effectivement une question très intéressante, mais que j'ai abordée d'une manière détournée. Lorsque je vous ai parlé de l'agriculture et que je vous disais qu'il fallait que nous revenions à un modèle d'agriculture circulaire. Pourquoi ? Parce que le sol des Pays-Bas est pour un tiers composé de tourbes et qu'avec de l'élevage laitier intensif, on a beaucoup endommagé la tourbe qui s'est oxydée et tout cela, ça s'est traduit par un tassement des terrains et effectivement, on a perdu 2 mètres depuis le Moyen-Âge et tout cela a évidemment des conséquences sur nos infrastructures. Donc il faut qu'on arrête. Il faut absolument qu'on arrête ces politiques agricoles intensives, ces pratiques agricoles intensives, qu'on arrête l'élevage laitier intensif, qu'on produise du lait, mais pour notre consommation nationale, et qu'on arrive à des modèles agricoles circulaires. Une question juste là. Une autre question. Ah, si vous pouvez vous présenter maintenant. Donc, bonjour, Hélène Soubellet. Donc, je suis la directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, dont le BRGM d'ailleurs est un des membres fondateurs. Moi j'ai une question, donc plusieurs enjeux ont été abordés, mais il me semble qu'il y a un enjeu tout de même qui n'a pas été réellement abordé, c'est l'enjeu de la biodiversité, de son érosion. Et je voulais savoir comment est-ce que vous appréhendez les enjeux de la biodiversité, alors principalement effectivement la biodiversité du sol, du sous-sol, et des interactions en fait qu'il peut y avoir entre les différents milieux. Puisqu'on sait très bien, par exemple, que si le sous-sol des Pays-Bas, si le sol des Pays-Bas a baissé de 2 mètres, c'est aussi en raison des processus biologiques d'oxydation, de minéralisation de la matière organique. Voilà, donc tout ça, en fait, je pense qu'on doit le prendre en compte. Et je voulais savoir, c'est une question collective, comment est-ce que vous, dans vos processus de prédiction, vous prenez en compte le vivant ? Non seulement pour les impacts que vous pourriez avoir sur le vivant, mais aussi pour les rétroactions que le vivant pourrait avoir sur les installations, etc.
Voilà, alors qui souhaite répondre? Bon, je vais demander ensuite à la question qui est posée en partie John Luden. aux Pays-Bas. Hein. Donc, oui, tout à fait. Je n'ai pas parlé de ça, mais le BGS et les surveys, de façon générale, sont souvent impliqués dans ce qu'on appelle les Critical Zone Observatories. C'est des régions où on essaie de comprendre un petit peu l'interaction surface, etc. Donc, nous, en Grande-Bretagne, on met en place 2 observatoires en ce moment, 2 grands observatoires pour l'énergie de l'avenir. Mais un à Glasgow, par exemple, où on regarde le low temperature geothermal dans la ville, mais en même temps, on a mis en place un observatoire bio sur ça, qui est associé à ça. Donc, on regarde les sols, on regarde la biologie, et tout, on regarde la baseline et tout. Donc, on essaie de prendre, un peu comme ils ont fait pour Andra, on essaie de prendre 1 km3 de roche et de comprendre ça vraiment comme il faut. Et mon idée, c'est qu'on ne comprend pas exactement ces choses comme il faut. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut la modélisation, mais il faut aussi les laboratoires de tester les modèles et ensuite les systèmes de remédiation pour résoudre les problèmes. Yeah, from the Netherlands. We, like I explained, this circular agriculture, we say the farmer shouldn't take only from the land the natural resources, also give it back. That's one thing, that's the circular agriculture. We also, the decommissioning of oil and gas infrastructure offshore, we start building and transform them into artificial reefs. So we start restoring the biodiversity in the North Sea, in the Dutch continental shelf. The third, you know, the Netherlands, we had a big flooding in 1953, where the south of the Netherlands was very badly flooded. We did a water defense system, but we closed everything up. We fought against the water. And now we're opening up all these systems to bring back the biodiversity. In the meantime, we install tidal turbines to produce electricity. And what happened, in the freshwater lakes, there was a heavy oxidized zone. Because we reintroduced the tidal current, this zone is mixed up. And we saw the biodiversity in the Rhine Delta coming back and reintroduced. And there was a really bycatch. So we are steering on it. But it's not very easy. You have to look at it on a local and on a case-by-case scale. Je peux peut-être ajouter un commentaire également pour la partie industrie. Alors j'étais aux Pays-Bas avant, donc j'ai vécu le sujet que M. Persman décrit sur le decommissioning, puisque nos plateformes arrivent en fin de vie et que c'est un sujet qu'on regarde de très près. Mais je dirais aussi que d'une façon générale, ce qu'on cherche à faire, c'est réduire au maximum l'impact de nos activités sur le milieu et sur l'environnement. Par exemple, quand on parle d'acquérir de la sismique pour avoir des données du sous-sol, on développe des techniques de moins en moins impactantes. Par exemple, dans les zones de forêt dense, on étudie la possibilité de faire de l'acquisition sismique avec des drones qu'on accroche sous des dirigeables et on laisse tomber des capteurs qui sont complètement biodégradables. Donc pas besoin d'envoyer des gens dans la forêt, d'ouvrir des layons. Donc on essaie de développer des techniques de moins en moins impactantes. En mer, pareil, en recherche, on regarde le vibrateur marin, quelque chose qui serait probablement moins perturbant pour la faune que les airguns qu'on utilise. Donc je pense que vraiment, le sujet pour nous, c'est de réduire au maximum notre empreinte environnementale. Et donc l'impact qu'on peut avoir sur le milieu dans lequel on va travailler. Donc je voulais simplement traduire les quelques mots de Martine avant, qui disait que pour les Pays-Bas, eh bien l'impact, il est donc au niveau de l'agriculture, il est mesuré, et on encourage évidemment les agriculteurs, certes à prendre pour produire, mais à rendre également à l'environnement dans lequel ils s'inscrivent.
Pour ce qui est des plateformes pétrolières, enfin toute l'industrie pétrole, gaz, eh bien, il y a des plateformes qui sont en train d'être démantelées et qui sont petit à petit transformées en récifs pour rétablir une biodiversité dans la mer du Nord. Et puis, pour ce qui est du sud du pays, vous savez que le sud du pays a connu d'immenses inondations en 1953 et qu'à partir de ce moment-là, les Pays-Bas ont développé une politique de défense contre l'eau et contre les inondations. Mais ça s'est fait au prix d'enfermer la terre et de la protéger par des systèmes de digues. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il était nécessaire de réouvrir ces digues et d'accueillir l'eau, tout en essayant de la maîtriser, et de la maîtriser par exemple par la mise en place de turbines hydrauliques qui fonctionnent en fonction des courants, et de rétablir les courants et les marées dans leur zone inondable. Oui, là il marche. Merci beaucoup pour cette table ronde. Monsieur Piersman. I have a question for my colleague from Total. Ah. Alors. Yes, because you say the oil and gas industry, I worked myself 10 years for Shell as well. I was part of the mining. But I'm also feel, as a geologist, responsible for cleaning up what we left behind. And I see now I'm in a different function, that we left behind 6,900 oil and gas wells in the Netherlands, of which we abandon. We plug off at 3,000 meters, put in cement, we put some other cement plugs, and after 20 years we think it doesn't leak. It happened that we developed newly built housing on top of abandoned wells, and it started to leak. And it leaked for 10 years in the aquifer, and we had big problems with that. So this shows that post-decommissioning monitoring and keeping track of these oil and gas wells, but also all the mining activity, because with similar problems, the coal mines in the 60s, is very important, and that we do all this censoring, and that the oil and gas industry is prepared to take the responsibility not only to make the profits, but also to care for a next generation, that we don't suffer all the impact of abandoning our mining infrastructure. Moi, je voudrais me tourner vers mon collègue de chez Total et lui poser une question, parce que j'ai moi-même travaillé chez Shell pendant de nombreuses années avant d'occuper le poste que j'occupe aujourd'hui. Et j'étais responsable je travaillais dans tout ce qui était la partie mine et exploration chez Shell, mais j'ai vu l'entreprise pour laquelle je travaillais qui a démantelé près de 6900 sites d'exploitation de gaz aux Pays-Bas, qui les a mis hors de service, qui s'est occupé de les fermer, de les boucher. Alors les boucher, à l'époque, on l'a fait en mettant en colmatant avec du ciment, puis l'entreprise est partie. Plusieurs années plus tard, des maisons ont été construites sur ces anciens sites d'exploitation du gaz. Les puits de gaz ont commencé à fuiter. Il y a eu des fuites au niveau des logements, mais également des fuites qui sont allées dans l'aquifère et qui ont pollué l'aquifère. Donc la question que je pose, c'est la question du contrôle des démantèlements lorsque l'on quitte un site, qu'il s'agisse d'un site d'exploration gazier, pétrolier, mais également minier. Et comment est-ce que les entreprises de ce secteur s'engagent non seulement à tirer parti de ces ressources, mais également à assurer leur démantèlement dans de bonnes conditions? Ok. Il n'y a pas de doute sur le fait que les entreprises sont responsables de la restitution des sites. Et ce qu'on appelle le decommissioning, c'est-à-dire boucher les puits qui ont été exploités, que ce soit à terre ou en mer, c'est une responsabilité totale des opérateurs pétroliers. C'est un sujet dont on a pris la mesure, par exemple, aux Pays-Bas, puisque toute l'industrie a créé une plateforme collaborative dédiée à ce sujet, qui s'appelle Next Step, d'ailleurs, sous l'égide aussi de la compagnie nationale, qui s'appelle EBN, et du ministère des Affaires économiques. Boucher un puits, c'est s'assurer que ce puits ne laissera rien passer dans les décennies à venir. Donc ça veut dire trouver les bonnes technologies, trouver la bonne façon de le faire et monitorer ensuite les puits qui ont été bouchés.
Donc, c'est un sujet qui est un peu nouveau, parce que il y a très peu de sites qui ont été décommissionnés, parce qu'ils étaient en production jusqu'alors. Aux Pays-Bas, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 150 plateformes qui produisent en offshore. Il y en a peut-être 4 ou 5 qui ont été décommissionnées jusqu'alors, mais entre 2025 et 2030, plus de la moitié de ces plateformes devront être abandonnées. Donc c'est un sujet que l'industrie prend sérieusement, avec l'aide des contracteurs, avec l'aide de la tutelle, puisque tout ceci se fait dans un cadre régulatoire et réglementaire très bien défini. Donc il y a notamment l'inspectorat des mines, qu'on appelle SODM, aux Pays-Bas, qui est chargé de travailler avec l'industrie à faire en sorte que ce soit fait dans les meilleures conditions et qu'il n'y ait plus de risque de fuite après. Alors dans le passé, il y a pu y avoir, sur certains puits abandonnés depuis un certain temps, un bouchage incomplet. Je connais un certain nombre de cas qui se sont produits, effectivement. Et le sujet aussi, c'est un sujet de partage d'informations. Parce que, vous me corrigerez si je me trompe, mais dans un cas, le puits n'était pas vraiment référencé, n'était pas vraiment visible sur le cadastre, et il y a des constructions qui ont eu lieu pas très loin. Donc je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la totalité de l'industrie de partager l'information sur les sites, sur ce qui a été fait, avec les communautés, avec les municipalités. Thank you. Faire un changement express de micro. Voilà, merci à tous. À Monsieur Pla, un mot. Je pense que c'est juste un mot sur les problématiques de reboucher. Un stockage, par définition, il faut le reboucher. Il est pensé pour ça. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille à comment reboucher un trou qu'on a fait dans un milieu géologique. Donc, on est tout à fait partisans pour échanger de l'information là-dessus, puisque nous, on doit garantir que les puits et les descendries que l'on fera ne seront pas des voies de retour, alors pour les radionuclides, mais aussi pour pas mal de fluides. Il y a de l'eau et du gaz. Et donc, la fermeture de ces ouvrages-là, c'est un sujet auquel on s'est attelé depuis 20, voire 30 ans. Donc, on a un retour d'expérience, beaucoup d'expérimentation là-dessus. Alors, bien évidemment, pas dans les conditions d'un réservoir pétrolier, donc très profond. Mais c'est un sujet, et c'est un sujet de prédictibilité, puisque là, on est parti là aussi sur des échelles de temps du million d'années, voire à la limite ad vitam aeternam pour un réservoir. Et donc ça met en jeu là aussi de multiples disciplines dans le domaine des géosciences, et c'est un vrai sujet. Oui. Absolument, et comme je l'ai cité, le CO2, le CCS, ça sera aussi un des sujets, puisque le CO2 que l'on aura réinjecté dans le sous-sol, il faudra qu'il y reste. Bien, merci beaucoup à tous pour cette table ronde. Et je crois qu'on peut tous vous applaudir pour ces interventions très intéressantes. Je vais vous demander de rester juste un petit moment encore en place, puisque cette table ronde, comme la suivante, elle va se clôturer avec un grand témoin. Et ce grand témoin, c'est Bernard Cabaret, qui a été le président du BRGM durant la fin des années 90 et le début des années 2000, une période charnière s'il en est. Et je vais inviter Bernard Cabaret à monter sur scène en direction du pupitre pour nous dire quelques mots comme grand témoin et sur sa vision et sur la perspective historique que son regard nous amène, puisque le BRGM, on l'a dit, c'est 60 ans et c'est toute une évolution, toute une adaptation au changement et aux enjeux sociétaux qui ont pu se succéder et se préciser. Et donc c'est aussi ce regard que Bernard Cabaret nous apporte. Bernard Cabaret. C'est très étonnant pour moi de parler devant vous, car je n'étais pas prévenu de ce rôle qui m'incomberait. Que ce rôle m'incomberait. Alors, plusieurs choses. D'abord, du BRGM. Le BRGM, c'est fluctuat nec mergitur. C'est-à-dire qu'il survit dans toutes les circonstances, quelle que soit l'évolution. Et il y a à ça plusieurs preuves. C'est d'abord qu'il a gardé son nom pendant toute cette période, alors que quand vous voyez les autres établissements, la plupart se sont donné des lettres supplémentaires ou quelques nouveaux rôles qui font qu'ils ont changé. Nous, on ne change pas, c'est le BRGM. Et certes, sa mission évolue,
mais c'est toujours le BRGM. Et les gens sont favorables à cette idée, et les gens connaissent le BRGM quand même. Donc, pour y parvenir, il faut avoir l'échine souple, si je puis dire, c'est-à-dire s'adapter à la demande. Parce qu'en définitive, le BRGM n'est utile que s'il fournit quelque chose à la collectivité. D'une part, la cartographie et toutes les bases techniques qui sont indispensables pour le travail, mais aussi pour satisfaire un certain nombre de considérations dont certaines sont politiques. Il ne faut se faire aucune illusion. Et donc, en fonction des circonstances politiques, on voit que le BRGM a été amené à se doter de nouvelles spécialités ou à supprimer certaines spécialités, supprimer doucement. Et c'est là-dessus que je voudrais intervenir, parce que le BRGM fonctionne dans un monde qui est au niveau du millier d'années, du plus que millier d'années, etc. Bon, et il est dans une politique qui change d'une manière assez rapide. D'ailleurs, quand on voit aussi le nombre de présidents du BRGM qui se sont succédés depuis un certain temps, on peut imaginer que c'est assez rapide. Alors c'est un mélange un peu délicat, et je trouve que, en définitive, on s'en tire bien, parce qu'on arrive à continuer à travailler à long terme, alors qu'il y a des évolutions dans tous les sens. Bon, et donc le BRGM a bien vécu. Mais pour ça, je pense qu'il a respecté un certain nombre de règles qui sont essentielles. C'est d'avoir un nombre important de techniques différentes et d'être capable de regrouper des gens qui sont d'origine ou de savoir assez différents pour trouver des solutions. Deuxièmement, les spécialités que vous touchez sont des spécialités qui sont relativement focalisées et qui n'ont pas à être mélangées avec la politique générale, avec un tas de choses comme ça. Et donc, c'est très bien d'avoir une spécificité et de la tenir. Alors, à ce sujet, moi, je dirais que la tenir, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des endroits où on peut être financé et avoir des capacités de développement, et puis il y a des endroits où s'il n'y a pas de clients, ben, il n'y a pas de clients. Moyennant quoi, on sent bien que au cours des dernières années, l'activité minière n'a pas eu la cote, si je puis dire, et l'activité minière ne permet pas de faire en particulier de la recherche. Alors ça m'amène à un point que personnellement j'ai du mal à comprendre, c'est comment peut-on continuer à faire de la recherche minière en ne faisant pas d'exploitation minière. C'est une spécificité de la France et ça m'étonne. Bon, parce que faire de la recherche minière hors sol, ça me paraît difficile. Bon. 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 Alors, ceci étant dit, les choses qui ont été dites sont extrêmement importantes. Je vais bien me garder de les reprendre. Mais il y a plusieurs choses que je voudrais dire. D'abord, il faut faire de la veille sur toutes les technologies environnantes pour savoir si par hasard les outils qu'utilisent les autres et qu'on développe sont susceptibles d'être utilisés par nous. Hein, parce que c'est plus facile d'avoir un travail déjà fait plutôt que de le faire soi-même. Deuxièmement, il faut les expérimenter, ces nouveaux produits. Et il faut garder tous ces savoirs. Alors ça, c'est encore une autre... je mélange un peu parce que je n'ai pas fait mon discours, moi. Hein. Garder son savoir, ça veut dire garder les gens, même quand pendant 1 an ou 2 ou 3, ou peut-être plus, ils
n'ont pas objectivement un rôle précis. Parce que ça leur permet peut-être de ranger leurs crayons, mais ça leur permet aussi de réfléchir et de faire autre chose. Et en particulier en matière de recherche minière, ça permet de garder les techniques et les savoir-faire. Parce que la recherche minière, c'est autant un travail de terrain qu'un travail de comment disait un de mes collègues au BRGM qui disait qu'il y avait des géologues de terrain et des géologues de console. Alors, bon, je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Bon, et j'ai en fait donc l'idée que vous faites bien, vous êtes en même temps souple, actif, et vous évoluez vite. Donc, tout va bien. Alors maintenant, j'ai un petit supplément à ajouter, mais c'est une marotte de ma part. Ce sont les terres rares. Les terres rares sont un sujet particulièrement difficile et on a perdu maladroitement, si je puis dire, notre savoir-faire au fond. Et moi, ça me gêne énormément, parce que aujourd'hui, il y a 30% des terres rares ou quelque chose comme ça qui sont faites en Chine. Alors, c'est très polluant. Alors, évidemment, c'est très difficile, parce que comme on est, pour traiter la pollution, on est des deux côtés de la barrière. D'un côté, on propose des activités polluantes, et ensuite on dit qu'il faut dépolluer. Donc on donne l'impression de ne pas être objectif. En fait, il faut rester technique et ne pas se poser de questions. Mais moi, je suis très très triste pour la France de ne pas avoir gardé les savoir-faire qui étaient ceux de Rhône-Poulenc dans les temps anciens. Ils ont été vendus. Bon, alors ceci étant dit, je ne suis pas là pour faire de la politique, donc je vous dis que moi je voudrais qu'il y ait un anniversaire tous les ans, à la limite, et pas tous les 10 ans, mais je vous remercie au nom de tous ceux qui sont ici d'avoir organisé ce colloque qui est très intéressant. Je voudrais ajouter que nos amis étrangers, ou si je puis dire voisins, sont essentiels pour un établissement comme le nôtre, parce que l'échange international ouvre les yeux sur d'autres approches, et c'est essentiel. Par exemple, l'affaire de l'aménagement du territoire. Moi, je suis d'accord sur ce sujet. Je pense que dans votre pays, c'est essentiel. Nous sommes dans un pays dans lequel il y a encore beaucoup d'arbres, beaucoup de prairies, etc. Donc, on est moins contraint dans l'utilisation du sol. Mais on y arrivera aussi à ça. Et on ne peut pas faire autrement. Et de même que vous avez cité... Attendez, vous avez cité un truc, là. Oui, l'aménagement du territoire. Moi, j'ai été dans l'aménagement du territoire dans le passé. Je sais fort bien que ces sujets ne sont pas traités parce que c'est des sujets interdisciplinaires extrêmement complexes qu'on n'arrive pas à concentrer et à traiter logique. Bon, j'ai fini. Merci. Merci à vous. Merci Bernard Cabaret. Voilà, je vous invite tous à une petite pause méritée avant de partir sur la prochaine table ronde, à laquelle Bernard Cabaret a fait une introduction pour le moins avertie et judicieuse. On leur remercie beaucoup. Voilà, donc une petite pause de 20 minutes et on reprend. Merci à vous.